décédé dans un hôpital américain, le New York Presbyterian Hospital précisément. D'autres affirmaient qu'il s'était effondré juste après avoir prononcé ses vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd. D'autres encore juraient sur leur vie que l'avion présidentiel avait eu un accident. Et dans la confusion totale qui a suivi, une grande chaîne de télévision internationale, France 24, a été citée. On disait que France 24 avait publié un post sur ses réseaux sociaux pour annoncer le décès du président ivoirien et qu'une minute après avoir publié ce message, la publication avait mystérieusement disparu de la page, volatilisée, effacée, comme si quelqu'un, quelque part, avait paniqué. Alors forcément, quand vous avez ce genre d'informations qui circulent, quand vous avez le nom d'une chaîne aussi sérieuse que France 24 qui est associée à une telle annonce, même si c'est pour quelques secondes seulement, ça crée une onde de choc. Les gens ne savent plus quoi croire. Ils ne savent plus à qui faire confiance. Et c'est exactement là que se situe le cœur du problème qu'on va analyser ensemble ce soir. Parce que l'information dans cet espace numérique où nous vivons tous aujourd'hui est devenue une arme. Une arme puissante, une arme dangereuse, et comme toute arme, elle peut être utilisée pour protéger ou pour détruire. Revenons sur les faits bruts. Des sources diverses et variées ont affirmé plusieurs choses en même temps. Et c'est ça le problème quand on essaie de démêler tout ça. Premièrement, on a dit que le président Ouattara souffrirait d'une sciatique très invalidante, au point de ne plus pouvoir marcher normalement, et qu'une évacuation d'urgence vers la Turquie était envisagée pour lui prodiguer des soins spécialisés. Deuxièmement, on a affirmé qu'il était hospitalisé à Paris, dans ce qu'on appelle l'hôpital américain de Paris, une institution privée très réputée dans le 16e arrondissement. Troisièmement, certains ont poussé l'information encore plus loin en disant qu'il n'était pas seulement hospitalisé, mais qu'il était en état critique absolu, entre la vie et la mort. Quatrièmement, d'autres ont parlé de décès pur et simple, avec des détails très précis, trop précis pour ne pas paraître suspect. Un corps encore à New York, un rapatriement prévu pour le lendemain soir, une inhumation déjà fixée dans son village natal, une journée de deuil national prévue pour le lundi et une exposition du corps au stade Félix Houphouët-Boigny afin que la population puisse venir lui rendre un dernier hommage. Voilà. C'est ça le paysage informationnel qu'on a eu en face de nous ces derniers jours. Et la première question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que l'une de ces informations a été vérifiée? Est-ce qu'il y a une source officielle, une seule, qui a confirmé quoi que ce soit? Est-ce que le gouvernement ivoirien a fait une déclaration? Est-ce que la présidence ivoirienne a communiqué quelque chose? Est-ce que des membres proches de la famille du président ont pris la parole pour confirmer ou infirmer? Et la réponse à toutes ces questions, c'est non. Absolument non. Le gouvernement n'a rien dit. La présidence non plus. Et les prétendues preuves qui circulent sont soit des captures d'écran de publication qui ont disparu avant que quiconque puisse les vérifier, soit des déclarations de personnes qui se présentent comme des sources proches de la famille ou du gouvernement sans jamais se nommer. Et c'est là que ça devient fascinant et inquiétant à la fois. Parce que dans l'espace médiatique traditionnel, un journaliste qui n'a pas de source identifiable, qui n'a pas de confirmation officielle, qui n'a pas au moins 2 sources indépendantes, eh bien ce journaliste ne publie pas. C'est la règle de base. C'est le minimum syndical du travail journalistique. Mais dans l'espace des réseaux sociaux, cette règle n'existe pas. Dans l'espace des réseaux sociaux, la règle c'est exactement l'inverse. Publier d'abord, vérifier peut-être plus tard, et si l'information était fausse, passer à autre chose sans jamais rendre de compte. Et cette logique-là, cette logique de la vitesse sur la vérité, elle est profondément destructrice. Elle détruit la confiance, elle détruit la cohésion sociale, et parfois elle détruit des vies. Maintenant, parlons de France 24, parce que le cas France 24 dans cette affaire est extrêmement révélateur. Un certain nombre de personnes ont affirmé, capture d'écran à l'appui, que la chaîne aurait publié un message annonçant le décès d'Alassane Ouattara avant de le supprimer très rapidement. Ce message, selon les captures qui circulent, aurait parlé d'une révérence à l'hôpital américain de Paris, aurait présenté des condoléances au peuple ivoirien et aurait évoqué le décès du président peu de temps après ses vœux de l'Aïd.
Or, et c'est là que les choses deviennent très importantes à analyser, France 24 est une chaîne d'information internationale avec des équipes de journalistes professionnels, des rédacteurs en chef, des directeurs de publication, des protocoles de vérification. Une chaîne de ce niveau ne publie pas un communiqué de décès d'un chef d'État sans avoir obtenu une confirmation officielle. Ce serait une faute professionnelle gravissime. Ce serait une catastrophe pour la réputation de la chaîne. Ce serait inimaginable dans le fonctionnement normal d'une rédaction internationale. Alors deux hypothèses se posent. Soit France 24 a effectivement fait une publication, ce qui signifierait qu'elle avait reçu une information en provenance de sources qu'elle considérait comme fiables et qu'elle a ensuite retiré ce poste en réalisant qu'il y avait une erreur, auquel cas elle devrait des explications au public ivoirien et à l'ensemble de ses téléspectateurs. Soit la capture d'écran qui circule est un faux, un montage, une fabrication destinée à donner de la crédibilité à une rumeur en lui collant l'étiquette d'une institution respectée. Et si c'est un faux, alors c'est encore plus grave, parce que ça signifie que quelqu'un a délibérément fabriqué une preuve pour manipuler l'opinion. Dans les deux cas, on est dans une situation profondément problématique. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans les deux cas, c'est le citoyen ordinaire, l'ivoirien de base, qui navigue entre son téléphone, ses groupes WhatsApp et les chaînes YouTube qu'il suit, qui se retrouve complètement désorienté, incapable de distinguer le vrai du faux, le sérieux du fabriqué, l'information du spectacle. Et pendant ce temps-là, pendant que les rumeurs circulent, pendant que les gens débattent, pendant que certains pleurent de faux deuils et que d'autres dansent sans souci des nouvelles inventées, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien fait ou ne fait pas? Qu'est-ce que la présidence dit ou ne dit pas? Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'absolument fondamental dans toute cette affaire. Le silence officiel, le silence du gouvernement, le silence de la présidence. Ce silence-là, dans un contexte où les rumeurs flambent comme de la poudre, est lui-même un problème, parce qu'un silence officiel face à des rumeurs d'une telle gravité nourrit exactement ce qu'il cherche à éteindre. Un gouvernement qui ne communique pas quand des millions de ses citoyens se demandent si leur président est vivant ou mort, c'est un gouvernement qui laisse le terrain libre à toutes les spéculations, à toutes les manipulations, à tous les mensonges. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la polémique, c'est une réalité de la communication de crise. Et si les autorités ivoiriennes avaient pris la peine de produire une communication claire, simple, vérifiable, prouvant que le président était en vie et en quelles conditions, une grande partie de cette hystérie collective aurait pu être évitée. Mais voilà, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et on se retrouve donc avec un espace informationnel totalement hors de contrôle, où chacun dit ce qu'il veut, où chacun interprète le silence comme une confirmation de sa propre version des faits, et où la frontière entre information et désinformation est devenue presque invisible. Maintenant, je veux qu'on aille plus loin, parce que cette affaire ne se limite pas à des rumeurs sur la santé d'un chef d'État. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur le rapport que nos sociétés entretiennent avec le pouvoir, avec la mort, avec la vérité et avec la croyance. Regardez la manière dont ces rumeurs ont été présentées. Certains les ont présentées comme des informations confirmées, avec des détails très précis. D'autres les ont présentées comme des révélations divines, comme si Dieu en personne leur avait confié que le président allait mourir. Et d'autres encore les ont présentées comme des actes de résistance politique, comme si dire que le président est mort ou mourant était en soi une forme de dissidence, de courage, de combat contre un système perçu comme oppresseur. Et c'est là où l'analyse devient vraiment intéressante. Parce que ces trois registres, le registre informatif, le registre religieux et le registre politique, se mélangent dans ces vidéos et ces publications d'une manière tellement inextricable qu'il devient presque impossible de séparer ce qui relève du journalisme, ce qui relève de la foi et ce qui relève de la haine politique. Et cette confusion-là, délibérée ou non, est extrêmement dangereuse. Elle transforme une rumeur en prophétie. Elle transforme une opinion en certitude. Elle transforme une hostilité politique en condamnation morale et spirituelle. Et quand on mélange tout ça, quand on dit
que Dieu vous a révélé qu'un homme va mourir, quand on formule ça comme une annonce divine et qu'on la diffuse à des milliers de personnes, on ne fait pas de l'information, on fait quelque chose de profondément irresponsable. Et dans certains contextes, ça peut même devenir quelque chose de dangereux. Voilà ce que la première partie de cette analyse nous dit. Elle nous dit que nous vivons dans un environnement informationnel fracturé, où la vérité est devenue une variable parmi d'autres, où la crédibilité se fabrique avec des captures d'écran et des affirmations péremptoires, et où le citoyen ordinaire est laissé seul face à un déluge d'informations contradictoires, sans aucun outil pour s'y retrouver. Et ce n'est pas une situation acceptable. Ce n'est pas une situation dans laquelle on peut continuer à vivre sans conséquences graves. Parce que les rumeurs sur la mort d'un chef d'État dans un pays qui a connu des crises politiques majeures, des guerres civiles, des violences post-électorales, ce ne sont pas de simples rumeurs. Ce sont des détonateurs potentiels. Ce sont des étincelles qui peuvent mettre le feu à une poudrière. Et c'est pourquoi ce soir, on va prendre le temps de tout analyser, de tout décortiquer, de tout poser à plat. Pas pour défendre le président Ouattara, pas pour l'attaquer non plus, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans notre espace informationnel, pourquoi ça se passe comme ça, et ce qu'on peut faire en tant que citoyen responsable pour ne pas devenir des vecteurs de fausses informations, des instruments, malgré nous, d'une manipulation dont nous ne voyons même pas tous les fils. Restez avec moi. On est loin d'avoir fini. On commence à peine à gratter la surface. Reprenons là où on s'était arrêté, parce que cette affaire a plusieurs couches. Et si on ne creuse pas jusqu'aux couches les plus profondes, on reste à la surface et on passe à côté de l'essentiel. Ce qui m'a frappé le plus dans tout ce que j'ai pu lire, écouter et analyser autour de ces rumeurs, c'est la façon dont les gens réagissent. Pas seulement ceux qui propagent les rumeurs, mais aussi ceux qui les contestent. Parce que des deux côtés, on retrouve quelque chose de commun, une certitude absolue. Ceux qui disent que le président est mort sont absolument convaincus qu'ils disent la vérité. Ceux qui disent que le président est vivant et en parfaite santé sont tout aussi absolument convaincus qu'ils ont raison, et personne dans aucun des deux camps ne semble avoir le moindre doute. Personne ne dit simplement « on ne sait pas », on n'a pas d'informations vérifiables. Attendons de voir. Et c'est ça qui est révélateur, cette incapacité à s'asseoir dans l'incertitude, cet besoin presque physique de savoir, de choisir un camp, d'avoir une réponse définitive, même quand les faits ne le permettent pas. Et ce phénomène-là, il n'est pas propre à la Côte d'Ivoire ou à la diaspora ivoirienne. C'est un phénomène mondial amplifié par les réseaux sociaux, par les algorithmes qui favorisent les contenus extrêmes et émotionnels, par la polarisation politique qui transforme chaque sujet en bataille de tranchées. Mais ce qui est particulier dans ce contexte ivoirien, c'est la dimension personnelle et affective du rapport au président. Pour beaucoup, Alassane Ouattara n'est pas simplement un chef d'État. Il est soit un sauveur, soit un ennemi, soit un père de la nation, soit un ennemi juré de son propre peuple. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de nuance. Et cette polarisation extrême fait que quand une rumeur sur sa mort circule, elle ne circule pas dans le vide, elle circule dans un contexte émotionnel déjà saturé, déjà prêt à exploser. Et dans ce contexte, la rumeur ne cherche pas seulement à informer. Elle cherche à confirmer ce que l'un ou l'autre camp croyait déjà. Pour les partisans, c'est une menace existentielle qu'il faut combattre à tout prix. Pour les opposants, c'est une occasion de voir leurs convictions profondes enfin validées. Parlons maintenant de quelque chose de spécifique que plusieurs personnes ont mentionné dans leurs commentaires et leurs vidéos et qui mérite une attention particulière. C'est la question du comportement du président par rapport à la France. Plusieurs voix ont souligné que le président se rendrait en France de manière très régulière, pratiquement chaque mois, et qu'il y passerait du temps dans une villa privée, notamment dans la région de Mougins. Ces mêmes voix se demandent pourquoi un chef d'État ivoirien qui dispose des ressources et des infrastructures de son pays choisit de se rendre si régulièrement en France. Est-ce pour des soins médicaux? Est-ce pour des raisons personnelles? Est-ce pour des raisons que personne n'ose nommer publiquement? Et cette question-là, contrairement aux rumeurs sur la mort, n'est pas dénuée de légitimité. C'est une question de transparence.
c'est une question de gouvernance. Quand un président utilise l'avion présidentiel pour des déplacements privés répétés, c'est de l'argent public qui est mobilisé. Et il est tout à fait légitime pour des citoyens de se demander à quelle fin cet argent est utilisé et si les déplacements du président sont justifiés et transparents. Maintenant, ce qui est problématique, c'est quand on glisse de cette question légitime vers des accusations sans preuve, vers des insinuations sur ce que le président ferait ou ne ferait pas dans sa villa française. Parce que là, on quitte le terrain du questionnement citoyen pour entrer dans celui de la diffamation pure et simple. Et la diffamation, même quand elle vise quelqu'un qu'on n'aime pas, même quand elle vise quelqu'un qu'on considère comme responsable de torts graves, la diffamation reste de la diffamation et elle a des conséquences. Elle crée un environnement de suspicion généralisée dans lequel il devient impossible de faire la différence entre une critique légitime et une calomnie fabriquée. On a aussi beaucoup entendu parler dans ce contexte de l'affaire Nina Keita, un nom qui revient vite avec insistance dans plusieurs des contenus analysés associés à des accusations très graves, liées notamment à un réseau international de trafic qui aurait impliqué feu Jeffrey Epstein. Ces accusations sont extrêmement sérieuses. Elles méritent, si elles ont un fondement quelconque, une enquête sérieuse menée par des autorités compétentes, avec des preuves tangibles et des procédures légales respectueuses des droits de toutes les personnes impliquées. Ce qu'elles ne méritent pas, c'est d'être balancées pêle-mêle dans une vidéo sur YouTube, mélangées à des rumeurs sur la mort du président, à des invectives religieuses et à des accusations de complot, sans aucune vérification, sans aucune source nommée, sans aucun document, sans aucun témoignage vérifiable. Parce que dans ce format-là, même si l'information à l'origine avait une base réelle, elle perd toute sa crédibilité. Elle se noie dans le bruit. Et pire encore, elle devient un instrument de manipulation plutôt qu'un outil de vérité. Voilà ce que nous dit la deuxième partie de notre analyse. Elle nous dit que le problème n'est pas seulement la propagation des fausses informations. Le problème est aussi la manière dont des questions légitimes, des préoccupations réelles, des sujets qui méritent un traitement sérieux sont traités dans cet espace informationnel. Ils sont noyés, ils sont dénaturés, ils sont mélangés à des rumeurs, à des invectives, à des prophéties autoproclamées, jusqu'à en devenir méconnaissables. Et pendant que tout ça se passe sur les réseaux, pendant que les vidéos accumulent des dizaines de milliers de vues, pendant que les algorithmes font leurs affaires en surfant sur l'émotion et la controverse, la vérité, elle attend. Elle attend patiemment dans un coin. Elle attend que quelqu'un prenne la peine de la chercher vraiment, avec des outils, avec de la rigueur, avec du temps et sans céder à la pression du buzz et de la viralité. Voilà la première partie de ce script. Une mise en contexte complète, une analyse des faits tels qu'ils ont été rapportés et une identification des premières questions fondamentales que cette affaire soulève. Dans la suite, on va aller encore plus loin. On va plonger dans les mécanismes de la désinformation. On va analyser les profils de ceux qui produisent et diffusent ces contenus. On va examiner le rôle des plateformes et de leurs algorithmes. Et on va tenter de répondre à la question que tout le monde évite. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Restez avec nous. La vérité, on y arrive ensemble. Et cette dimension-là mérite une analyse très sérieuse parce qu'elle introduit quelque chose d'extrêmement particulier dans le débat. L'irréfutabilité. Quand quelqu'un dit avoir reçu une révélation divine, comment peut-on le contredire? Quelles preuves peut-on lui opposer? La logique humaine naît, les faits vérifiables, les preuves intangibles, tout ça devient secondaire face à ce qui se présente comme une parole divine. Et dans une société profondément croyante, où la foi occupe une place centrale dans la vie quotidienne, cette stratégie est redoutablement efficace, mais elle est aussi profondément problématique, parce qu'elle mélange deux registres qui n'ont pas vocation à se mélanger. La foi est une affaire personnelle, intime, spirituelle. Elle concerne la relation d'un individu avec le transcendant. Ce n'est pas un outil de propagande politique, ce n'est pas une arme informationnelle. Et quand on utilise la foi pour valider des rumeurs non vérifiées sur la mort d'un chef d'État, on fait quelque chose de profondément malhonnête envers les croyants eux-mêmes. On instrumentalise leur foi pour servir des agendas qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et il faut aussi noter quelque chose d'important. Dans plusieurs contenus analysés, on a vu la même chose
se produire dans l'autre sens. Des défenseurs du président qui utilisaient également le registre religieux, qui invoquaient la protection divine sur Alassane Ouattara, qui lançaient des malédictions à ceux qui osaient souhaiter sa mort, qui affirmaient que Dieu était avec lui et que ses ennemis périraient avant lui. Là aussi, c'est le même glissement, la même instrumentalisation de la foi au service d'une position politique. Et dans les deux cas, c'est la religion qui y perd. C'est la crédibilité de la foi comme espace de recueillement et de vérité qui en prend un coup. Parlons maintenant d'une autre dimension qui traverse tous ces contenus, la question de la légitimité de la critique. Parce que dans tout ce débat, on entend deux positions extrêmes qui s'affrontent. D'un côté, ceux qui pensent qu'on peut dire n'importe quoi sur le président, que toutes les accusations sont bonnes à formuler, que toutes les rumeurs méritent d'être diffusées, parce que le président serait lui-même tellement corrompu et illégitime que toute attaque contre lui serait justifiée. De l'autre côté, ceux qui pensent qu'on ne doit jamais critiquer un chef d'État, que le respect de l'autorité est une obligation absolue, que même si le président fait des choses discutables, on doit se taire et lui faire confiance. Ces deux positions sont également fausses, également dangereuses. Et la vérité, comme toujours, se trouve dans la nuance que ni l'une ni l'autre de ces positions n'est capable d'assumer. La critique d'un chef d'État est non seulement légitime, elle est nécessaire. Dans une démocratie, le contrôle du pouvoir par les citoyens est un pilier fondamental. Critiquer les politiques du gouvernement, demander des comptes sur l'utilisation de l'argent en public, questionner les décisions prises au nom du peuple, tout ça c'est non seulement un droit, c'est un devoir civique. Mais cette critique doit être fondée sur des faits vérifiables. Elle doit être formulée avec une exigence de vérité. Elle ne doit pas se confondre avec la calomnie, avec la fabrication de fausses informations, avec des accusations sans preuve qui visent non pas à éclairer mais à détruire. Et c'est exactement là que plusieurs des contenus analysés franchissent une ligne. Pas quand ils posent des questions sur la santé du président, pas quand ils s'interrogent sur ses déplacements fréquents en France, pas quand ils expriment leur méfiance envers les institutions officielles. Toutes ces questions sont légitimes. Elles sont le fondement même d'une presse libre et d'une société civile active. Mais quand on annonce la mort d'un homme vivant comme si c'était un fait établi, quand on fabrique des détails sur le lieu et les circonstances d'un décès qui n'a pas eu lieu, quand on formule des accusations de crimes gravissimes sans aucune preuve tangible, là on franchit une ligne. Là on entre dans le territoire de la diffamation, du mensonge délibéré, de la manipulation. Et ce glissement-là, il a des conséquences réelles. Des conséquences sur les personnes accusées à tort, des conséquences sur le tissu social d'un pays déjà fragilisé, des conséquences sur des millions de gens ordinaires qui essaient de naviguer dans cet espace informationnel et qui finissent par ne plus savoir ce qui est vrai. Il y a encore une chose à dire dans cette deuxième partie, et c'est quelque chose de très important. C'est la question de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur des réseaux sociaux. Parce que dans toute cette analyse, on a beaucoup parlé des producteurs de contenu, des algorithmes, des plateformes, des institutions. Mais il y a un acteur qu'on n'a pas encore suffisamment mis en lumière, vous, moi. Chacun d'entre nous qui utilise un smartphone, qui a un compte sur une plateforme sociale, qui reçoit des messages dans ses groupes WhatsApp. Chaque fois qu'on transfère une information sans la vérifier, on devient un maillon de la chaîne de désinformation. Chaque fois qu'on partage une vidéo parce qu'elle nous a choqués, parce qu'elle a confirmé ce qu'on croyait déjà, parce qu'on voulait que nos amis la voient aussi, on contribue à la propagation d'une information dont on n'a pas vérifié la véracité. Et cette responsabilité-là, elle est inconfortable à assumer, mais elle est réelle. Et elle est inévitable dans le monde numérique dans lequel nous vivons. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Et c'est un appel à ralentir, un appel à se poser les bonnes questions avant de partager. D'où vient cette information? Qui la produit? Quelles sont ses sources? Est-ce qu'il y a une confirmation officielle? Est-ce qu'un média sérieux et indépendant en parle? Et si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, peut-être que la bonne décision, c'est de ne pas partager, de ne pas amplifier, de laisser l'information mourir dans votre téléphone plutôt que de lui donner une deuxième vie dans votre réseau. Voilà ce que nous dit cette deuxième partie dans son ensemble. Elle nous dit que la désinformation est un système complexe, avec des acteurs multiples, des logiques variées et des complicités involontaires. Et que pour le combattre, il faut agir à plusieurs niveaux simultanément. Au niveau des producteurs de contenu, en développant une culture de la vérification et de la responsabilité. Au niveau des plateformes,
en exigeant plus de transparence et plus d'outils pour aider les utilisateurs à identifier les fausses informations. Au niveau des institutions officielles, en développant une communication de crise digne de ce nom, proactive et vérifiable, et au niveau de chacun d'entre nous, en cultivant un rapport plus exigeant et plus lucide à l'information. C'est possible, c'est nécessaire, et on continue dans la partie suivante. Bienvenue dans la troisième partie, et dans cette partie, on va s'attaquer à quelque chose que beaucoup évitent. La question de la santé réelle du président. Pas pour alimenter les rumeurs, pas pour confirmer ou infirmer quoi que ce soit, mais pour poser les vraies questions. Celles que les citoyens ont le droit de poser, et celles auxquelles les autorités ont l'obligation de répondre. Commençons par le point le plus évident. Un président est un être humain mortel, sujet aux maladies, au vieillissement, aux accidents. Et Alassane Ouattara, qui a largement dépassé les 80 ans, est dans une tranche d'âge où les questions de santé deviennent inévitablement plus pressantes. Ce n'est pas de la malveillance que de le reconnaître. C'est simplement la réalité biologique de la vie humaine. Et dans beaucoup de démocraties modernes, la santé d'un chef d'État est considérée comme une question d'intérêt public. Pas parce que les citoyens ont le droit de savoir tous les détails médicaux de leur président, mais parce que l'état de santé d'un chef d'État peut avoir des implications directes sur sa capacité à gouverner, sur la continuité de l'État, sur la stabilité politique du pays. Et dans ce cadre-là, une communication transparente sur la santé présidentielle n'est pas une atteinte à la vie privée, c'est une exigence démocratique. Or, dans le contexte ivoirien, cette transparence fait défaut. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Et ce constat explique en partie pourquoi les rumeurs prospèrent. Dans l'absence d'informations officielles, le vide est comblé par des spéculations. Et quand on n'a rien de concret à quoi se raccrocher, on s'accroche à n'importe quoi, même aux informations les plus douteuses, même aux sources les moins fiables. Les déplacements fréquents du président en France ont été mentionnés à plusieurs reprises dans les contenus analysés. Et ces déplacements soulèvent effectivement des questions légitimes. Pourquoi ces déplacements sont-ils si fréquents? S'il s'agit de visites médicales, est-ce que l'infrastructure sanitaire ivoirienne est insuffisante pour accueillir les soins dont le président a besoin? Et si oui, qu'est-ce que ça dit de l'état du système de santé ivoirien dans son ensemble pour les citoyens ordinaires qui n'ont pas accès aux mêmes ressources? Ce sont des questions qui ont une portée politique et sociale bien au-delà de la seule personne du président. Si le président se rend en France pour des bilans de santé réguliers, c'est une pratique tout à fait courante pour les personnes âgées de son niveau d'activité et de responsabilité. Ce n'est pas en soi un signe de maladie grave ou d'état critique. C'est de la prévention médicale ordinaire. Et l'affirmer clairement, officiellement, avec les explications nécessaires, permettrait de désamorcer une grande partie des spéculations qui circulent. Mais voilà, cette explication claire et officielle n'est pas venue. Et dans ce vide, chacun a rempli les blancs avec sa propre version de la réalité. Il y a aussi quelque chose d'important à noter concernant les comparaisons qui ont été faites dans certains contenus entre Alassane Ouattara et d'autres chefs d'État africains, notamment Laurent Gbagbo. Certains ont affirmé que Gbagbo, contrairement à Ouattara, ne se serait jamais rendu en France pendant sa présidence. C'est une affirmation qui mérite d'être examinée sérieusement parce qu'elle est utilisée comme argument pour insinuer quelque chose de négatif sur les comportements de l'actuel président. Mais indépendamment de la véracité de cette comparaison spécifique, ce qu'elle révèle, c'est une frustration plus profonde, celle de citoyens qui ont l'impression que leur président est plus à l'aise dans un pays étranger que dans son propre pays. Et cette frustration-là, même si elle s'exprime parfois de manière excessive ou mal fondée, mérite d'être prise au sérieux. Parce que le sentiment d'appartenance d'un chef d'État à son peuple, le sentiment que le président est vraiment ancré dans la réalité de son pays, que ses priorités sont les priorités de ses citoyens, ce n'est pas un sentiment superficiel. C'est quelque chose de fondamental dans le lien entre le gouvernant et le gouverné. Et quand ce lien est perçu comme distingu, quand les citoyens ont l'impression que leur président vit dans une réalité parallèle et lointaine, ce sentiment crée un terrain fertile pour toutes les remises en cause, toutes les suspicions, toutes les rumeurs. Revenons maintenant à la question centrale. Qu'est-ce qui se passe réellement avec la santé d'Alassane Ouattara? La vérité honnête, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce que les autorités n'ont pas communiqué clairement sur le sujet. On ne sait pas parce que les rumeurs qui circulent sont tellement contradictoires.
est tellement peu sourcée qu'elle n'apporte aucune information réelle. On ne sait pas parce que les seules sources disponibles sont soit les communiqués officiels qui restent dans le vague, soit les vidéos et les publications de réseaux sociaux qui sont dépourvues de toute rigueur journalistique. Et cette situation d'incertitude totale est elle-même un problème politique. Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner dans cette incertitude. Parce que les partenaires internationaux, les investisseurs, les alliés diplomatiques, tous ces acteurs ont besoin de stabilité et de clarté. Parce que les citoyens ivoiriens eux-mêmes, qui vivent leur quotidien, qui paient leurs impôts, qui font leurs projets d'avenir, méritent de savoir dans quel état se trouve l'homme qui dirige leur pays. Voilà la vraie question politique que cache cette affaire de rumeurs. Ce n'est pas vraiment une question sur Alassane Ouattara en tant que personne. C'est une question sur la gouvernance, sur la transparence, sur le rapport entre le pouvoir et les citoyens dans la Côte d'Ivoire contemporaine. Et cette question-là, elle ne disparaîtra pas avec les rumeurs. Elle existait avant elle et elle existera après, parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans la manière dont ce pays est gouverné. Dans la partie suivante, on va pousser cette réflexion encore plus loin. Tenez bon, approfondissons, parce que dans cette troisième partie, on ne peut pas s'arrêter à la surface des rumeurs. On doit aller chercher ce qui se cache en dessous. Et ce qui se cache en dessous, c'est une réalité politique et sociale beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser en écoutant ces vidéos en boucle. La Côte d'Ivoire a traversé des décennies de turbulences politiques, des décennies de fractures, des décennies de violence et de réconciliation inachevées. Et ces blessures ne sont pas cicatrisées. Elles sont là, juste sous la surface, et elles ressortent à chaque fois que l'espace politique s'agite, à chaque fois qu'une information sensible circule, à chaque fois qu'un sujet touche à la mort, au pouvoir ou à la succession. Le contexte de la succession présidentielle est particulièrement important ici, parce que dans un pays où le vide du pouvoir a, dans le passé récent, entraîné des guerres et des massacres, la question de ce qui arriverait en cas de disparition du président en exercice n'est pas une question abstraite, c'est une question existentielle. Et c'est cette question-là qui alimente, consciemment ou non, beaucoup de l'anxiété collective qui se manifeste dans ces rumeurs. Certaines des personnes qui propagent ces rumeurs le font parce qu'elles veulent voir un changement politique. Certaines le font parce qu'elles ont peur d'un changement politique et veulent s'y préparer. Et certaines le font simplement parce que l'incertitude les angoisse et que propager une information, même fausse, donne l'illusion d'avoir un contrôle sur une situation qui leur échappe totalement. Et puis, il y a ceux qui, dans ces vidéos et publications, expriment quelque chose qui ressemble moins à de l'information qu'à un exutoire, une façon de crier leur frustration, leur colère, leur sentiment d'injustice face à une situation politique, économique et sociale qu'ils vivent comme profondément inacceptable. Ces gens-là ne cherchent pas vraiment à informer, ils cherchent à être entendus. Et dans un environnement où les canaux de participation citoyenne formels sont perçus comme inefficaces ou corrompus, les réseaux sociaux deviennent le seul espace où ils peuvent élever la voix. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas balayer d'un revers de main, même si la forme est problématique, même si les informations sont fausses, même si les méthodes sont irresponsables. La frustration qui est à l'origine de ces expressions est réelle, et elle mérite une réponse, pas une réponse répressive, pas une réponse qui consiste à fermer les comptes et à menacer ceux qui s'expriment, mais une réponse politique et sociale qui s'attaque aux causes profondes de cette frustration. Qu'est-ce qui pousse des Ivoiriens à souhaiter ou à simuler la mort de leur propre président? Qu'est-ce qui crée ce niveau de haine et de désespoir? Ce sont des questions auxquelles les autorités ivoiriennes devraient s'attacher à répondre sérieusement, pas en cherchant des boucs émissaires parmi ceux qui publient ces contenus, mais en examinant honnêtement les politiques, les décisions, les injustices perçues ou réelles qui ont alimenté cette fracture. Parlons aussi d'un élément qui a beaucoup circulé dans ces contenus et qui touche à des enjeux géopolitiques plus larges, le lien entre la Côte d'Ivoire et la France. La relation franco-ivoirienne est complexe, chargée d'histoire et fait l'objet de perceptions très différentes selon les générations et les sensibilités politiques. Pour certains, la relation avec la France est perçue comme une relation de dépendance, voire de domination, dans laquelle la Côte d'Ivoire ne bénéficie pas pleinement de ses propres ressources et de sa propre souveraineté. Et dans ce cadre de perception, le fait que le président ivoirien séjourne régulièrement en France est interprété comme un symbole de cette dépendance.
Ce n'est pas une analyse qui est propre à la Côte d'Ivoire. On retrouve des dynamiques similaires dans beaucoup de pays africains francophones où la relation avec l'ancienne puissance coloniale est en train de se redéfinir de manière profonde et parfois conflictuelle. Et ce mouvement de redéfinition crée des tensions qui se manifestent dans toutes sortes d'espaces, y compris dans les contenus que nous analysons ce soir. Mais encore une fois, la critique légitime de la politique étrangère d'un gouvernement, la remise en question des termes d'une relation internationale, la demande d'une plus grande souveraineté économique et politique, tout ça est parfaitement légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est de mélanger ces préoccupations légitimes avec des accusations sans preuve, des rumeurs de mort et des insinuations sur des crimes qui n'ont pas été établis juridiquement. Parce que ce mélange-là, il nuit précisément aux causes qu'il prétend servir. Si votre objectif est de défendre la souveraineté africaine, si votre objectif est de combattre la corruption, si votre objectif est de dénoncer les injustices subies par les citoyens ordinaires, alors la crédibilité de votre parole est votre actif le plus précieux. Et chaque fois que vous propagez une rumeur infondée, chaque fois que vous formulez une accusation sans preuve, vous détruisez un peu de cette crédibilité. Vous offrez à vos adversaires des arguments faciles pour vous discréditer. Et vous rendez votre combat, si tant est qu'il soit juste, beaucoup plus difficile à mener. Et c'est peut-être là le paradoxe le plus douloureux de toute cette affaire. Ceux qui, dans ces vidéos, prétendent combattre le mensonge en propageant eux-mêmes. Ceux qui prétendent défendre les Ivoiriens leur font du mal en alimentant la peur et la confusion. Et ceux qui prétendent révéler la vérité contribuent en réalité à l'enfouir encore plus profondément sous des couches de bruit, d'émotion et de manipulation.